Bonjour à tous, mon nom est Jérôme Colleux, je fais partie de l'équipe consulting pour Kaspersky Lab France. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite démo de notre portail de Threat Intelligence. Donc, ce portail concentre une bonne partie des services dédiés à la Threat Intelligence chez Kaspersky. Donc, on va faire un peu tous les onglets du portail et montrer à quel service ça correspond, à qui ça s'adresse, à quoi ça sert. Donc on va brosser un portrait rapide de chacun des points et ensuite on fera un cas concret. On verra un cas pratique que j'ai eu à investiguer il y a quelque temps pour voir un petit peu dans quel cadre d'utilisation on va se servir du Threat Intelligence Portal. Donc ce qu'il faut noter, c'est que l'accès aux différents services du portail, on le voit ici dans le menu principal, va être déterminé par la licence, hein. Donc vous souscrivez à différents services et en fonction des services auxquels vous avez souscrit, vous avez accès au menu ou pas. Donc on commence par la page d'accueil. La page d'accueil, elle est commune dès qu'on a souscrit à au moins un des services. Et en fait, cette page d'accueil, ça vous donne un petit peu un tour d'horizon et ça me permet de vous parler un petit peu de comment on construit la donnée que l'on fournit ensuite sous forme de service. La donnée, en fait, elle est issue de différentes sources. La première source et la source principale, c'est KSN, donc Kaspersky Security Network, qui est le cloud Kaspersky. On recense à peu près une centaine de millions d'utilisateurs. Donc ce sont nos utilisateurs à la fois particuliers et entreprises sur tout type de produits, tout type d'OS, tout type de plateforme. Tous les produits Kaspersky sont connectés à KSN et donc vont fournir des statistiques d'utilisation. Par exemple sur des URL, sur des hashes, sur des fichiers, etc., etc. Donc ça fournit, on va dire, le gros du big data du portail. Ensuite, il y a d'autres sources qui viennent agrémenter ça, notamment pour tout ce qui est recherche contre les menaces avancées, où là, on va se servir à la fois de mécanismes qu'on a en interne, comme la surveillance des botnets, la surveillance avec des spam traps, donc des bot farms, des web crawlers, euh, voilà, tout un tas de mécanismes qui nous permettent de récupérer de manière proactive des infos sur des attaques en cours ou en préparation. Tout ce qui est également surveillance de la part de l'équipe de chercheurs chez Kaspersky, le GREAT, qui est composé d'une cinquantaine de chercheurs et chacun a son domaine de compétences. Et donc, au sein du GREAT, ils ont bien sûr leurs propres recherches sur lesquelles ils vont venir en fait agrémenter le portail et agrémenter la base de données avec des infos issues de leurs recherches, mais également issues d'outils qu'ils ont développés en interne pour leur usage de chercheurs et qui vont donner des informations hyper proactives et qu'on ne peut pas forcément trouver ailleurs, ni sur la scène open source, ni sur d'autres acteurs de Threat Intelligence. Donc là, on a vraiment toute l'expertise Kaspersky concentrée dans ce portail. Et ensuite, on va le délivrer sous différentes formes. Donc là, en l'occurrence, sur la page d'accueil, on voit en fait l'état des menaces au niveau mondial, avec notamment ce qu'on a vu en termes de détection KSN. Par exemple, ici, on a le graphe des détections sur l'accès, donc l'analyse en temps réel. Si on veut regarder ce qui est spécifique à l'antivirus web, on va pouvoir aller ici. Là, on va voir des stats un petit peu différentes avec un top 10, etc. On a pareil pour le mail, le scan à la demande, l'IDS avec toutes les attaques réseau les plus fréquentes, soit au niveau du jour, de la semaine ou du mois. Ensuite, on a ici toute la partie anti-spam et enfin la partie exploit et vulnérabilité. Voilà, ça c'est juste un petit aperçu. On peut zoomer sur un pays si on le souhaite et ensuite avoir le top 10 pour ce pays au niveau menaces, MD5, URL et au niveau des CNC. Donc ça peut être intéressant si on veut juste quelques infos sur les tendances pour un jour donné, un mois donné. Donc ça c'est commun, c'est inclus dans n'importe quel service de Threat Intelligence. On a également des liens vers nos articles publics, donc via le blog SecureList, qui est le blog de nos chercheurs du GREAT. C'est là où ils vont publier en fait des informations sur les APT du moment, mais ils ne vont pas tout publier. C'est-à-dire qu'ils vont publier en général une synthèse, quelques informations pour le grand public et ensuite quelques indicateurs de compromission. Mais ils ne vont pas forcément ni mettre à jour ces rapports, ni fournir la totalité des indicateurs. Pour avoir la totalité des informations en avant-première, en fait, il faut souscrire au service donc APT Reporting. Donc c'est ce qu'on va voir dans le deuxième
le deuxième menu ici. Donc je suis sur un mode démo, hein, donc j'ai pas accès à tout. Mais néanmoins, ça permet quand même de montrer un peu ce qu'on peut faire. Donc au niveau des rapports APT, en fait, ce sont les rapports qui sont créés par nos chercheurs. Donc, en l'occurrence, des rapports sur, par exemple, voilà, donc là, ils sont vieux, hein, c'est fait exprès, c'est le mode démo qui veut ça. Normalement, voilà, il y a, on va dire, environ un rapport par jour, mais c'est pas tout à fait fixe, hein, mais c'est environ un rapport par jour fait par les différents chercheurs. Ça peut être plus, ça peut être moins. Et donc, en fait, pour chacun de ces rapports, vous allez avoir la possibilité donc de chercher par rapport à l'industrie. Donc voilà, si on est sur du gouvernemental, par exemple, ici, on va faire appliquer, et ici on va voir tous les rapports liés à un secteur d'activité particulier. On peut également avoir la représentation géographique, si on veut par exemple tout ce qui s'est passé en France, ici on va appliquer ça en France, et là on va avoir l'ensemble des rapports qui concernent un pays. Ensuite, on peut également tracer par rapport à certains acteurs. Donc là, sur les rapports auxquels j'ai accès, il y a quelques acteurs. Il faut savoir que Kaspersky suit plus de 100 acteurs APT, plus de 100 groupes APT dans le monde, ce qui est relativement conséquent. Et donc, on va pouvoir filtrer par rapport à certains groupes particuliers. Donc là, par exemple, si on fait une recherche à la fois sur le pays France et sur l'acteur Sofacy, on va pouvoir retrouver deux rapports notamment qui contiennent des informations sur les deux. Donc voilà à peu près pour les types de recherches qu'on va pouvoir effectuer. L'idée derrière, c'est que sur ensuite un rapport, on va pouvoir obtenir à la fois les indicateurs de compromission sous format OpenIOC. D'accord, donc pour vous donner une idée de ce que ça donne au format OpenIOC, voilà, ici, je vous montre un notepad. Donc c'est un format lisible machine, hein. Donc vous pouvez du coup importer ça ensuite dans différents outils de réponse à incidents. Si vous avez des produits Kaspersky, ça marche aussi avec les produits Kaspersky, mais c'est pas obligatoire de les avoir, hein, c'est des formats standards. Et donc là, vous voyez que le format IOC, ça vous permet d'avoir des noms de domaine, des chemins, des haches de fichiers également, des IP, etc., etc. C'est assez puissant, vous avez pas mal d'indicateurs possibles. Ensuite, vous avez également les formats Yara ici. Donc là, le format Yara par rapport à l'IOC, c'est un peu différent parce que ça va vous permettre de rechercher notamment du code malveillant. Donc c'est pas sa seule utilité, mais en l'occurrence là, on s'en sert pour ça. Donc là, voici l'exemple d'un format Yara où en fait on va aller rechercher des bouts de code avec des conditions ça peut être, on peut rechercher sur des fichiers, on peut rechercher ça dans la mémoire, on peut rechercher ça à plein d'endroits grâce à des outils de scan spécifiques Yara. Là encore, c'est un standard, donc ça marche avec tout un tas d'outils. Voilà, ça c'est pour les formats lisibles machine. Après, vous avez bien sûr la partie rapport ici. Donc si je prends un des rapports, je vais prendre par exemple celui-ci. Voilà. Je vais vous montrer un exemple de rapport. Je vais reprendre depuis le début. Voilà. Donc si je reprends ici un rapport, vous voyez qu'en fait vous avez dans chaque rapport APT un résumé. D'accord? Donc le résumé, il est plutôt pour les managers, les directeurs, pour avoir une vision globale d'une attaque ou d'un groupe APT ou d'une technique, avec quelques points clés. Donc ça, c'est la première partie. Et ensuite, vous avez les données plus techniques. Donc là, on va s'adresser plutôt à des équipes de réponse à incidents, des gens de CERT, etc. Et donc là, on va aller dans l'analyse technique de l'attaque avec en fait les tactiques, les techniques d'attaque, les infrastructures également qui ont été utilisées et les méthodes éventuellement pour détecter, c'est-à-dire les indicateurs de compromission. Donc là, vous voyez, en fait, on a vraiment le détail technique de l'attaque et ainsi que comment le repérer. Et voilà, et en annexe, ensuite, vous avez aussi un autre résumé, là au format textuel cette fois-ci, des indicateurs de compromission. Donc ça, c'est pour les rapports APT. Vous avez une variante également qui existe pour spécifique en fait au monde financier bancaire. Donc ça, en fait, c'est juste une souscription différente, hein, un service vraiment dédié, mais c'est le même genre de rapport avec le même genre d'indicateur. Donc voilà, ça c'est pour les rapports APT. À savoir également que quand vous souscrivez au
au rapport. Vous avez également accès au téléchargement ici des fichiers lisibles en machine maîtres, c'est-à-dire l'ensemble des rapports a des règles Yara, et donc l'ensemble de ces règles Yara peuvent être téléchargées en une fois ici depuis le master Yara file ou master IOC en fonction de l'usage qu'on a. Ça, c'est pour la partie APT. Donc, on s'adresse à la fois à des décisionnaires, peut-être qui vont pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir endiguer une attaque de manière proactive. Par contre, c'est le genre d'information qu'on obtient lorsque l'investigation a déjà été faite par nos chercheurs. Ce qui peut être intéressant également, c'est d'obtenir l'information à partir d'un signal qu'on aura vu dans son parc. Donc là, on va utiliser pour ça le service ThreatLookup. Et donc le service ThreatLookup, c'est tout simplement un moteur de recherche des cybermenaces. Donc vous pouvez rentrer ici des indicateurs tels que des hashes de fichiers, des adresses IP, des noms de domaine ou des URL. Et à partir de là, vous allez avoir toutes les infos contextuelles sur ce qu'on sait de cet objet. Donc si je prends un exemple ici, alors j'en avais un qui était intéressant, que j'ai utilisé tout à l'heure. Il me semble que c'est celui-là. J'ai l'accès à l'historique aussi des recherches que j'ai faites. Alors c'est peut-être pas celui-là, si c'est celui-là. Donc là j'ai pris par exemple un hash, j'aurais pu prendre n'importe quoi d'autre. Et à partir de là, j'ai tout un tas d'infos sur ce qu'on sait de ce hash. Tout ce qui est lié de près ou de loin à ce hash, on va avoir l'information de manière corrélée, contextuelle. Donc l'idée, c'est de partir d'un signal, c'est-à-dire on a une information comme quoi ce hash, par exemple, est présent sur notre parc, et on veut savoir ce qui en découle. Quels sont les IP associés éventuellement? Quels sont les autres fichiers associés? Est-ce que ça vient d'une campagne? Depuis quand a lieu la campagne? Donc pour ça, d'abord, on va avoir une catégorie, si on est de type APT, malware, phishing, etc. Tout ça, on va l'avoir dans la partie catégorie. On va avoir des informations aussi sur l'apparition, la première apparition du fichier et sa dernière apparition dans nos systèmes. On va avoir également un graphique. Alors là, il s'agit de statistiques issues de nos web antivirus, donc depuis les produits Kaspersky installés un peu partout. Et donc là, ça nous permet d'établir une timeline sur les occurrences de ce fichier. Donc ce qui permet de voir par exemple si on a une campagne de mass mailing avec dedans du ransomware, on peut savoir depuis quand elle a lieu. On peut savoir aussi le nombre de hits, donc c'est-à-dire est-ce que c'est quelque chose qui est massivement déployé partout ou est-ce que c'est beaucoup plus ciblé et peut-être ciblé sur votre entreprise. Donc là, on a encore une information supplémentaire. On a également des infos sur la géographie. On a des infos sur les noms de détection, c'est-à-dire que si on a associé des signatures chez Kaspersky à ce hash, alors on va les renseigner ici. On a des infos sur les certificats utilisés sur des binaires par exemple. Et donc on peut savoir notamment si cet certificat, alors là le statut est inconnu, mais sinon on peut avoir aussi des statuts comme quoi le certificat a été corrompu, est expiré, est valide ou pas. On a des infos aussi sur les chemins, d'accord? C'est-à-dire que si nos antivirus, nos produits clients ont détecté ce fichier-là via le moteur de scan de fichiers, dans ce cas-là, on va pouvoir avoir les chemins dans lesquels ont été trouvés le fichier. Donc là, en l'occurrence, on commence à avoir des notions de... Alors cet outil-là, c'est un outil de générateur de clés pour des licences Windows, il me semble, ou Office. Et donc on commence à voir aussi les noms de fichiers qui ont correspondu à ce hash. On commence à voir également les URL depuis lesquels ont été téléchargés le hash. On peut voir les autres fichiers accessibles depuis les URL en question. Et donc de là, on va pouvoir rebondir d'une information à une autre et se créer soi-même sa propre investigation et créer ses propres IOC. Et ça, c'est hyper précieux justement quand on a, notamment, vous avez une équipe SOC par exemple, qui reçoit une alerte sur, je sais pas, une adresse IP. Vous partez de cette adresse IP ensuite, donc le ticket est ensuite escaladé à une équipe plutôt d'investigation au sein du SOC. Et cette équipe d'investigation va se servir de cette IP, va la rechercher dans notre portail, retrouver peut-être d'autres IP associés, des fichiers, des hashes, etc. associés, et ensuite fournir toutes ces informations à l'équipe de réponse à incident qui va pouvoir, sur le parc, soit remédier, soit faire de la prévention en bloquant en amont les infos, donc soit les IP au niveau des firewalls ou les hashes au niveau
de la protection endpoint, ou etc., etc. Donc voilà, vraiment, c'est ça l'intérêt de Threat Lookup, c'est d'être utilisé donc, par des équipes. On peut aussi les interroger, donc si vous avez quand même beaucoup de choses à requêter, c'est quelque chose que vous voulez mettre en place de manière scriptée, ou alors que vous avez plusieurs sources d'informations, vous n'êtes pas obligé d'avoir que celle de Kaspersky, il est possible aussi d'interroger cette base Threat Lookup au travers d'une API. Donc là, on voit le nombre de requêtes limite par jour. Donc là, moi, sur mon portail, j'ai 2000, mais après, ça dépend de la souscription que vous avez. Et donc, je vais ensuite pouvoir requêter avec cette limitation autant de hash, d'IP, de domaine, d'URL que me permet justement cette limite. Et donc, l'idée derrière ça, c'est de pouvoir, par exemple, potentiellement scripter de la recherche, de l'investigation et d'automatiser ça pour pouvoir extraire toutes les infos. Donc on l'a vu par exemple ici, on peut exporter les résultats directement, on peut télécharger chacune des données ici, et donc ça on peut le faire aussi au travers de l'API. Donc c'est une API REST, donc c'est du standard, hein, c'est très facile à coder. Donc ça c'est pour la partie Threat Lookup. On rajoute aussi à ce service Threat Lookup un tracking WHOIS. Donc là on se base sur des données WHOIS, hein, donc c'est des données publiques. Donc on n'a pas, c'est pas là qu'on rajoute la valeur, mais ça permet de faire des choses intéressantes, comme par exemple rechercher toute occurrence, par exemple, sur différents domaines. On va pouvoir voir les noms de domaines qui ont été enregistrés et surtout avoir des infos potentiellement historiques, ce qui parfois peut manquer sur des plateformes plus open source. On va pouvoir également faire un suivi WHOIS, c'est-à-dire que si je veux, mettons, tracer ici l'utilisation de ce nom de contact, je vais pouvoir créer une règle de tracking. J'ai pas mis de règle. Hop, ici. Et voilà, je vais créer une règle de tracking. Et donc, dès qu'il va y avoir un nouvel enregistrement lié à cet élément, donc là, c'est l'adresse mail de contact. Ça peut être un nom de domaine, ça peut être un nom de serveur, etc. Dès qu'il va y avoir un nouvel enregistrement DNS, par exemple, qui fait usage de ce domaine ou de ce nom, cette adresse mail, je vais être alerté. Je vais pouvoir m'activer des notifications par mail, comme on peut le voir ici. Je vais renseigner mon email. Je vais ici cocher les règles de tracking WHOIS. Et donc dès qu'il y aura un nouvel enregistrement, donc je peux par exemple mettre le nom de ma société. Donc si on prend l'exemple ici du lookup, on voit que j'ai fait quelques requêtes avec des tildes derrière ici. Et donc le but ici, donc si je prends de Google, hein, c'est le test que je fais souvent, et on va rajouter ici le tilde. Ce tilde va nous permettre d'avoir une version approximative de la recherche. C'est-à-dire que tout ce qui est google.com ici et tout ce qui ressemble à google.com, donc souvent c'est ce qui est fait, hein, c'est dans les attaques de phishing notamment, on va simuler l'orthographe du domaine qu'on vise en modifiant une lettre ou en prenant une lettre qui ressemble graphiquement à l'autre, etc., etc. Donc en faisant ça, je vais pouvoir avoir les records, donc là c'est Google, donc il y en a plein, mais je vais pouvoir avoir les records ici. Et je vais pouvoir également avoir un avis sur la réputation de chacun de ces domaines. Donc si dans mon domaine d'entreprise, par exemple, je retrouve ici un domaine qui a été créé spécifiquement pour créer du phishing ou se faire passer pour moi, je vais avoir ici des infos sur la réputation. Voilà. Donc ça c'est la partie WHOIS, c'est inclus dans la partie Threat Lookup, ça fait partie d'un tout en termes de services. Ensuite, vous avez les data feeds. Donc là, il n'y a rien à montrer, entre guillemets, depuis le portail. C'est plus des informations qu'on va récupérer. Maintenant, les data feeds, comment ça fonctionne? Alors, j'ai un schéma à vous montrer qui sera plus parlant. En fait, le data feed, là, on est clairement dans du format machine. L'idée, c'est d'utiliser les data feeds pour les injecter dans différents composants. D'accord? Donc, ces composants, ça va être... Typiquement, ça peut être un SIEM. En général, c'est l'usage le plus courant qu'on va avoir du data feed. Mais ça peut être également d'autres outils. Ça peut être des firewalls, des IPS, ça peut être des outils de DLP, des EDR, des serveurs mail, etc., etc. Et donc ensuite, au niveau des data feeds, vous allez souscrire donc à l'un ou plusieurs des feeds disponibles. Donc ces feeds, ça peut être des hashes de fichiers, ça peut être des IP, ça peut être des feeds dédiés aux menaces avancées et au groupe APT que l'on suit.
Ça peut être des feeds sur les URL, spécifiques aux campagnes de ransomware, un feed de whitelisting également. Donc ça peut être intéressant si par exemple vous avez d'autres sources, d'autres mécanismes de détection et que vous avez à vous plaindre auprès de ce mécanisme de détection de faux positifs. Et donc pour pouvoir confirmer ou infirmer un verdict, vous utilisez en second verdict le feed de whitelisting et ça vous permet de lutter contre les faux positifs. Et ensuite, des feeds de hash spécifiques. Donc là, c'est spécifique à la partie télécom pour les opérateurs de téléphonie. Donc ça, c'est pour, on va dire, l'environnement dans lequel on peut avoir besoin des data feeds. Donc en tous les cas, c'est fait pour être lu par une machine. Et ensuite, concrètement, comment ça marche en termes d'architecture. Donc là, vous avez une architecture classique, par exemple, avec un SIEM. Un SIEM ici qui va recevoir des logs bruts venant de diverses sources, ça peut être des firewalls, des switches, etc. Et dont le but est de générer justement des alertes de sécurité. Donc dans les logs qu'il va recevoir, il va y avoir certains logs qui vont contenir des hashes, certains logs vont contenir des IP, des URL, etc. Et ensuite, en fonction du service auquel on aura souscrit, donc imaginons les IP, on va mettre en place un serveur ici qui va être en charge de à la fois télécharger les data feeds depuis nos serveurs. D'accord? Donc cet élément, souvent, il est en deux parties. Une partie en interne, une partie en DMZ qui effectue la partie téléchargement. Et ensuite, donc il va convertir ces feeds qui arrivent au format JSON, le format standard. Mais ce format JSON, ensuite, il a besoin d'être converti pour être lisible par le SIEM. Et donc le SIEM, ce qu'il va faire, c'est qu'en fait, il va transférer tous les événements, donc de préférence uniquement les événements qui concernent justement la vérification des feeds. Donc si vous avez souscrit au feed IP, on va forwarder tous les événements qui contiennent des IP, par exemple. Et ensuite, ce service de corrélation va comparer les événements qu'il a reçus avec la base de feed qu'il possède. Et en retour, dès qu'on va matcher sur un élément dangereux, par exemple, on va renvoyer ici un événement de détection comme quoi il y a une alerte. Et donc le SIEM va pouvoir ensuite alerter sur un incident potentiel. Voilà, donc ça, on est vraiment clairement à destination des SOC. Donc si je prends par exemple le format, on va dire le format qu'on va utiliser, là c'est beaucoup plus simple que ce qu'on trouverait à la main dans une investigation via Threat Lookup. Pourquoi? Parce que le but est vraiment d'alerter sur un signal type, par exemple, une IP. Donc là, on peut voir le format qui est fourni. D'accord? Donc le format, au final, il est assez simple. On a l'IP en question. On a un score, justement, de dangerosité entre 50 et 100. Sachant qu'ensuite, comment dire, entre 50 et 75 et en 75 et plus, on a deux niveaux, on va dire, de dangerosité principalement. Ensuite, on a la catégorie, s'il s'agit d'un malware, de phishing, d'une APT, etc., etc. On a la date de première occurrence, la date de dernière occurrence, la popularité, c'est-à-dire en termes de... C'est un indicateur qui permet de voir plus l'IP a été rencontré dans nos bases, donc chez nos clients notamment, plus on va faire monter la note, donc on va aller de 1 à 5, et plus elle est basse, plus on va être bas, donc c'est-à-dire au niveau 1 le plus bas. On a une info sur la géolocalisation, et ensuite une info sur le top 10 des pays affectés. Donc rien qu'avec ça, déjà, normalement, on a la possibilité du coup de comparer les informations qui sont issues par exemple d'un SIEM ou par exemple de log firewall avec nos bases de threat intelligence. Alors ce format data feed, il existe donc notamment pour des mécanismes automatisés type SIEM, firewall, IPS, etc. Et on a également une déclinaison, donc ça fait partie des outils ici qu'on met à disposition. Pour ceux qui connaissent donc l'outil Maltego. Maltego, c'est un outil qui est très prisé par les chercheurs, justement, les chercheurs en cybersécurité, puisqu'en fait, ça va leur permettre de mettre en relation de manière graphique des éléments. Donc typiquement, lorsqu'ils vont faire de l'analyse sur des fichiers, en quelques clics, ils vont pouvoir accéder graphiquement aux propriétés de ces fichiers et ensuite d'actionner divers scripts qui vont mettre en relation peut-être divers fichiers, URL, IP, etc. entre eux pour avoir vraiment une vue graphique et faire de l'investigation de manière hyper efficace.
Et donc, on a également une version des data feeds sous forme de, alors ça s'appelle des transforms chez Maltego, donc c'est-à-dire en gros un plugin Maltego qui va vous permettre de comparer vos informations avec nos bases de data feed. Voilà, donc là également, c'est un autre format encore, et c'est directement intégré dans Maltego. Enfin, vous voyez qu'on a également des compatibilités directes avec certains SIEM, sans avoir à développer un parseur particulier. Donc de base, nativement, on a des connecteurs qui existent pour les SIEM les plus connus, on va dire ArcSight, Splunk, QRadar, RSA, Logrithm et McAfee. À savoir qu'il y a également d'autres connecteurs qui existent chez Kaspersky en fonction des différents projets qu'on a pu mener. Donc c'est pas exhaustif hein, comme liste, mais c'est les principaux. Voilà, et donc pour résumer, les data feeds, c'est à destination des équipes SOC essentiellement, pour pouvoir agrémenter les infos et corréler les infos issues de leur log, issues de leur SIEM, avec une information qui a été vérifiée par des chercheurs, qui a été collectée massivement via du big data, et qui a pu être justement mise en contexte vis-à-vis de nos recherches, vis-à-vis de nos clients, de nos moteurs de détection et de tout ce qu'on a pu mettre en place par ailleurs pour surveiller par exemple le deep web, etc. Je pense que j'ai fait à peu près le tour. Voilà, en termes de licensing, après, ça va dépendre. Donc, pour tout ce qui concerne la partie tarifaire, moi, ce que je vous invite à faire, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est de revenir vers nous en nous disant, voilà, moi, ce qui m'intéresse, c'est éventuellement les rapports APT, ou alors moi, c'est plutôt les data feeds, etc. Parce qu'en fait, c'est vraiment des tarifications plutôt à la carte. Donc, c'est vraiment en fonction de ce que vous voulez faire, on va vous dire précisément. Il n'y a pas vraiment, c'est pas un prix fixe pour tout le portail, c'est pas un prix fixe pour chaque fonction, ça va plus être à l'usage que vous en faites. Donc moi je vous invite à revenir vers nous et vers le service commercial pour pouvoir avoir des infos tarifaires et aussi au niveau des limitations que vous pourriez avoir en termes de nombre de requêtes ou de volumétrie. Voilà, si vous avez des questions, ça se passe dans la partie soit Q&A, soit chat. Donc je vois vos questions. Et du coup, ce qui me permet éventuellement d'y répondre. Donc, c'est le moment. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Oui, les critères différenciateurs. Alors, il y a effectivement donc, pas mal d'acteurs sur le marché de la threat intel, pas autant que sur nos produits. En termes de critères différenciateurs, d'abord, c'est notre source d'information, puisqu'en fait, notre source d'information, elle est 100% privée. Les seules informations open source peut-être qu'on pourrait recueillir, en fait, c'est pas des nouvelles entrées, ça va être juste pour compléter des entrées existantes. On l'a vu par exemple avec le WIS, ce n'est qu'un complément d'information au sein d'une entrée, elle, créée par 100% par Kaspersky. Donc là, vous avez vraiment un des plus gros labos au monde en matière de recherche comment dire, en cybersécurité, qui vous fournit des données vraiment 100% privées. Et donc en général, quand vous prenez par exemple, si je prends un concurrent qu'on me cite souvent, qui est Virus Total, Virus Total par exemple, lui va avoir son intérêt dans la quantité de données qu'elle fournit. Par contre, il n'y a aucun tri, il n'y a aucune mise en contexte, et souvent ce sont des données réactives. C'est-à-dire que ce sont des soumissions de fichiers qui auront été faites à Virus Total de manière volontaire. Donc il n'y a pas cet aspect proactif qu'on peut obtenir notamment par nos travaux de recherche qui vont en amont surveiller par exemple les infrastructures des groupes APT et vous prévenir avant même que la campagne n'ait démarré des différents points, par exemple les IP utilisés, les noms de domaine, les enregistrements DNS, etc. Tout ça, ça se fait en général avant les phases d'attaque. Et donc on va avoir vraiment cette vue proactive qui fait la force de nos data feeds. Et ensuite, bien sûr, c'est tout simplement la qualité de l'information et de la base. Hein. C'est pour ça qu'on invite justement tout le monde à tester la qualité des feeds et à la limite à la comparer. Donc il ne s'agit pas de dire, voilà, prenez une seule source de threat intelligence. Ça peut être plusieurs aussi, hein. Là-dessus, c'est pas du tout bloquant. Après, normalement, si vous comparez les différentes sources de threat intelligence, vous vous rendrez compte que les données Kaspersky sont vraiment, c'est pas des données que vous allez obtenir forcément ailleurs. Le
type de retour d'information qu'on a sur les clients, les partenaires existants. Alors, pour en avoir discuté avec des chercheurs qui utilisent le portail, ils ont vraiment ce qu'ils aiment utiliser, en fait, notamment je parle de thread lookup, parce que quand je discute avec les chercheurs, souvent eux se servent de thread lookup. Thread lookup, en fait, leur donne vraiment des informations de contexte qui leur font gagner énormément de temps. C'est-à-dire que dans un travail classique, sans ce genre d'outils, vous allez en fait rechercher par exemple des objets, vous allez rechercher massivement et ensuite vous allez essayer via des outils externes ou autres de les mettre en relation. Typiquement, vous avez une liste d'IP, vous allez rechercher d'un côté les IP, d'un côté des hash, d'un côté des URL, et ensuite vous allez essayer de voir des points communs, etc. Mais ça, c'est un travail qui est assez laborieux. Le thread lookup, en fait, va vous mettre en contexte. Donc, à partir d'une information, vous allez pouvoir voir la mise en contexte. Et d'ailleurs, je vous avais promis un cas d'utilisation. Je vais vous le montrer tout de suite, puisqu'en fait, il s'agit justement de parler de thread lookup et des data feeds, c'est-à-dire en quoi ils sont complémentaires l'un l'autre. Donc, j'ai eu le cas il y a quelques temps, en fait, où on m'a présenté une adresse IP. Et on m'a dit, voilà, j'ai eu une alerte vis-à-vis des data feeds sur une adresse IP et je voudrais en savoir plus. Donc là, la personne ne testait que les data feeds et donc m'a fourni l'IP en question. Donc cette IP, c'était celle-ci. Et donc à partir de cette IP, on va voir ce qu'on peut récupérer comme info. Donc là, par exemple, cette IP, bon, bien sûr, on a le verdict dangereux. On sait qu'elle appartient à la catégorie malware. Et si on regarde un petit peu du côté des URL utilisés avec cette IP, on remarque en fait qu'il y a des fichiers qui sont téléchargés et qui sont de type dangereux, qui ont été téléchargés depuis cette IP. Donc là, il me suffit de cliquer dessus et en fait, je me rends compte que ce fichier qui a été téléchargé en fait depuis cette URL, on se rend compte en fait qu'il s'agit de mineurs Bitcoin ici, donc ça me donne des infos supplémentaires. Je peux voir aussi les autres hashes de mineurs Bitcoin qui ont été accédés depuis la même URL. Et donc tout ça, en fait, tous ces hashes, etc., ça va me donner des informations supplémentaires et c'est ça en fait que je vais bloquer ensuite sur mon parc. Donc ça va être au niveau de mon EDR, ça va être au niveau, pour les IP, ça va être au niveau de mon firewall, etc. On peut voir également s'il y a d'autres comment dire, d'autres fichiers ici. Je pense qu'on doit pouvoir obtenir des infos. Voilà, on a d'autres URL, d'autres ports, etc. qui sont utilisés. Donc là, voilà, c'est un exemple tout simple, hein. Il y a bien sûr des exemples plus complexes que ça, mais en tout cas, l'idée c'est de partir d'une info, d'obtenir les IOC pour pouvoir derrière les bloquer au niveau des différents équipements de sécurité. Ah, à propos des data feeds. Alors, sur les data feeds, justement, alors ceux qui ont testé ou qui ont acheté la solution data feed, soit ils avaient déjà une source d'information, mais en fait, bien souvent, ces sources d'information, c'était des sources qui venaient en fait du monde libre. Donc, c'était beaucoup de sources beaucoup d'open source. Ce qui fait que la qualité des data feeds laissait à désirer. Quand ils sont passés sur un mode 100% privé comme Kaspersky, ils ont vu vraiment la différence. C'est-à-dire que les infos sont beaucoup plus récentes, d'accord, comparées à de la source libre. Source libre va avoir en général un peu de retard et va manquer de proactivité. Tandis que les feeds Kaspersky, en fait, ont l'avantage justement d'être vraiment hyper récents et hyper pertinents vis-à-vis du moment où on en a besoin. Voilà, donc c'est surtout sur cette pertinence-là qu'on va être efficace. Et pareil pour tout ce qui est attaque avancée, où là on a une vraie légitimité, puisqu'en fait, en suivant tous ces groupes APT et avec tous les outils mis en place pour détecter leurs activités, on a vraiment des data feeds pertinents sur des menaces vraiment très avancées. Est-ce que vous avez d'autres questions? Ok, très bien. Et ben, dans ce cas, je vous souhaite une bonne après-midi à tous et je vous dis à très bientôt.